Le neurofeedback pour les enfants TDAH. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH, est un trouble neurodéveloppemental qui touche environ 3 à 5% de la population en âge scolaire, c'est-à-dire entre 6 et 12 ans. Selon le DSM-5, le TDAH se définit par un déficit d'attention avec ou sans les composantes d'hyperactivité et d'impulsivité. Le TDAH est un trouble plus fréquent chez les garçons que chez les filles. En effet, la proportion moyenne est de 4 à 9 garçons pour une fille. Cette surreprésentation masculine du TDAH pourrait être liée au fait que les garçons semblent plus sensibles aux facteurs environnementaux durant les périodes pré- et périnatales, parce qu'en fin de compte, les filles et les garçons ont les mêmes prédispositions génétiques à développer un TDAH. On entend souvent parler d'enfants TDAH, pourtant les adolescents et les adultes sont aussi touchés. Cela est dû au fait que le comportement hyperactif, lorsqu'il est présent, est souvent moins visible. En effet, ils réussissent à canaliser leurs troubles moteurs en comportements plus discrets et socialement plus acceptables, comme par exemple jouer avec un stylo. D'ailleurs, le TDAH persiste à l'adolescence et à l'âge adulte dans près de 65% des cas. Nous allons maintenant voir les traitements actuellement disponibles pour traiter le TDAH. Tout d'abord, il y a des traitements médicamenteux. Dans cette catégorie, le méthylphénidate, commercialisé sous le nom de Ritaline ou Concerta, est un psychostimulant qui aide à rétablir l'hypofonctionnement dopaminergique et noradrénergique existant dans le TDAH. Ce psychostimulant aide à augmenter la concentration des neurotransmetteurs dans les fentes synaptiques, ce qui modifie la configuration des neurones postsynaptiques au niveau des récepteurs. Le problème, c'est qu'il y a des effets secondaires et des contre-indications. Un autre traitement possible, les thérapies cognitivo-comportementales. Ce sont des séances réalisées par des psychiatres ou des psychologues et qui sont axées sur la prise de conscience des difficultés, le développement de stratégies utiles au quotidien, la reconnaissance de ses émotions et le développement d'un contrôle interne permettant de mieux gérer ses comportements. Les approches psychoéducatives et psychosociales permettent d'aider l'enfant et son entourage à mieux comprendre le TDAH et ses symptômes. On pourrait les définir comme un accompagnement familial ou de la guidance parentale. Ce sont les psychologues ou les éducateurs qui se chargent de faire ce travail. Enfin, il y a les prises en charge paramédicales. Par exemple, le psychomotricien va prendre en charge les difficultés de coordination motrice ou d'orientation spatiale. La logopède va prendre en charge tous les troubles comorbides, comme les troubles des apprentissages. Mais elle va aussi travailler l'attention, le balayage visuel et l'utilisation d'une communication adaptée. Les neuropsychologues travaillent l'attention et les fonctions exécutives, telles que l'inhibition, la flexibilité et la planification. En fin de compte, la meilleure prise en charge actuelle pour les patients TDAH est la prise en charge globale et multidisciplinaire. Toutefois, un nouveau traitement fait son apparition, le neurofeedback. Il s'agit d'un traitement non médicamenteux qui peut désormais se faire à domicile avec un suivi à distance par les médecins et les professionnels de santé. Comment ça marche ? Il est admis et prouvé dans la communauté scientifique que les rythmes cérébraux chez les enfants TDAH sont différents. En effet, l'enregistrement de l'activité cérébrale électrique via l'électroencéphalographie, EEG, révèle des rythmes cérébraux trop forts ou trop faibles chez les patients TDAH. Alors, comment cela fonctionne concrètement ? En fonction de l'activité cérébrale du patient, un protocole de jeu va être choisi. Soit un protocole permettant une diminution de l'activité cérébrale trop forte, soit un protocole permettant l'entraînement de l'activité cérébrale trop faible. Il s'agit donc bien là d'une réhabilitation cérébrale personnalisée, à domicile et non médicamenteuse. Donc, en fonction du protocole choisi, le jeu va être modulé afin que le patient réentraîne une activité cérébrale bien spécifique. Pendant la séance, le patient reçoit un retour, visuel ou auditif, sur son activité cérébrale en temps réel. Grâce à ce retour, le patient peut apprendre à moduler son activité dans la direction souhaitée. En fait, le neurofeedback utilise les principes du conditionnement opérant. Ainsi, l'activité cérébrale est durablement modifiée, car les réseaux neuronaux le sont aussi. Si on compare le cerveau à un muscle, on pourrait résumer cela à de la kinésithérapie. On réentraîne un muscle dysfonctionnel ou lésé. Les effets du neurofeedback pour les patients TDAH sont souvent observés après 20 séances. Mais le protocole de base pour avoir les effets à long terme est d'environ 3 séances de 30 minutes par semaine pendant 4 mois. Les études longitudinales montrent qu'après 2 ans, les bénéfices du neurofeedback sont toujours observés. Alors, quels sont les inconvénients du neurofeedback ? C'est une technique qui ne s'applique pas aux personnes émettant une réticence quant aux nouvelles technologies, par exemple. Ensuite,
La régularité et la rigourosité dans le protocole peuvent également être problématiques dans l'emploi du temps des familles. Enfin, on pourrait se demander quelle est la place du neurofeedback par rapport au lobby pharmaceutique. Quels sont les avantages du neurofeedback ? Tout d'abord, il faut savoir qu'environ un tiers des patients ne bénéficient pas de la solution médicamenteuse, à cause par exemple des contre-indications, des effets indésirables ou tout simplement par choix. Le neurofeedback est un traitement non invasif, non médicamenteux, personnalisé et à domicile. Un autre avantage est son efficacité. En effet, elle a été prouvée sur environ 150 enfants de 7 à 13 ans, recrutés dans 12 centres européens. L'étude s'appelle Neurofeed. Il y a donc un bon rapport bénéfice-risque. Enfin, un patient TDAH est pris en charge environ 5 ans, ce qui coûte environ 12 000 €, dont 6 000 € de coûts directs, comme par exemple le remboursement des médicaments ou des consultations, et 6 000 € de coûts indirects, comme par exemple les absences des parents au travail ou le coût des déplacements. Il faut savoir également que les parents déboursent en moyenne 1 500 € par an de leur poche pour la prise en charge de leur enfant. Et pour l'instant, le neurofeedback est moins cher que la prise en charge classique, via la médication. La question que je me pose, c'est comment les parents voient l'arrivée de ces nouvelles techniques par rapport à la prise en charge de leur enfant. Est-ce que par exemple, le neurofeedback est vu comme un progrès scientifique ou plutôt comme une instrumentalisation de la relation thérapeutique ? Pour cela, je vous invite à remplir le questionnaire que vous avez reçu. Merci!